Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous France 24 RFI. À mes côtés, Véronique Rigolet de RFI. Bonjour Véronique. Bonjour. Nous recevons aujourd'hui le secrétaire d'État au commerce extérieur, Pierre Lellouche. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage paru récemment aux éditions du Moment, Mondialisez-vous, manifeste pour une France conquérante. Alors à propos de France conquérante, on a entendu beaucoup de cocorico depuis quelques jours. Après l'annonce de l'ouverture de négociations exclusives entre Dassault et l'Inde pour la vente de 126 avions Rafale, il faut rappeler que jamais le Rafale n'a été vendu à l'exportation. Il y a eu des fiascos aux Émirats, au Brésil. Est-ce que cette fois c'est la bonne ? Aux Émirats et au Brésil, vous allez un peu vite en parlant de fiasco parce que rien n'est fini. Ça ne s'est pas fait. Rien n'est fini. Et vous savez, il faut beaucoup de ténacité dans ces affaires. Avec l'Inde, le Rafale avait été sorti de la compétition au début, puis on est revenu et puis on a éliminé tous les autres candidats, c'est-à-dire l'avion américain, l'avion russe, l'avion suédois et en finale l'Eurofighter, qui est le gros avion fait par les Allemands, les Anglais, les Italiens. Qui tenait la corde jusqu'à présent. À quoi doit-on ce revirement indien ? Ça, il faut demander aux Indiens, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons une longue histoire de présence en Inde, sur le plan de la haute technologie spatiale, nucléaire. D'ailleurs, on négocie en ce moment même 2 EPR pour l'Inde. Et puis militaire, puisque nous avons équipé l'armée indienne, en même temps d'ailleurs que les soviétiques à l'époque. Les seuls Européens présents, c'était les Français, avec le Jaguar et le Mirage. Et aujourd'hui, il y a des Mirage 2000 dans l'armée indienne. Donc il y a une vieille habitude de coopération. On est très satisfait, naturellement, que l'armée de l'air indienne ait choisi le Rafale, parce qu'elle l'a fait sur des critères techniques et financiers. Nous sommes un des très rares pays au monde à être capable de fabriquer un avion de combat de cette génération-là, de la génération la plus sophistiquée. C'est des plateformes extrêmement complexes, puisqu'il y a l'avion, mais il y a aussi toute l'avionique, l'électronique, l'armement. On est content et on comprend votre satisfaction. 30 ans qu'on essaie de vendre le Rafale, on a peut-être un contrat avec l'Inde. Est-ce qu'il n'y a pas quand même cette crainte toujours latente que les Indiens vous laissent à un moment ou à un autre au milieu du gué, comme ça avait été le cas pour le contrat Eurocopter ? Quelles sont cette malchance que ça tourne mal ? Comment on négocie à partir de là ? L'Inde est un pays pas très simple, c'est sûr. Nous sommes en négociation. Le ministre de l'économie indien était à Paris cette semaine, et donc j'ai eu une réunion de travail, même un dîner avec lui et les hommes d'affaires français et indiens. C'est un pays qui se développe très rapidement. Ils ont un taux de croissance autour de 8%. Ils vont peser 1,3 milliard d'habitants. Et la classe moyenne indienne, ça va être plus que l'Europe. 580 millions d'habitants dans 15 ans. Donc les perspectives de développement sont considérables. Et nous sommes bien sûr très intéressés par la haute technologie, mais on essaye aussi de diversifier notre commerce avec l'Inde, ce qui n'est pas facile, parce qu'il y a des droits de douane, parce que l'accord de libre-échange avec l'Union européenne bute sur beaucoup de difficultés. C'est pas facile. Mais on y arrive, et la preuve, c'est que vous allez y arriver. Là, à quel pourcentage de chance estimez-vous parce qu'on y est arrivé par le passé en matière d'avions de combat et que jamais pour le Rafale. Non, mais je pense qu'on va y arriver. Ça va être signé dans l'année. Je ne sais pas vous dire ça. Je ne veux pas m'engager sur des choses que j'ignore, ni faire de. Mais ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup de pays où nous n'avons pas réussi par le passé étaient des pays beaucoup plus petits que l'Inde, beaucoup plus vulnérables à d'autres types de pressions politiques, ce qui n'est pas le cas de l'Inde. L'Inde est un immense pays émergent. Donc ce qui n'a pas pu marcher dans certains pays d'Asie, où notre avion était plutôt le préféré. Je pense à au moins 2 pays d'Asie où nous avions gagné techniquement et financièrement. Des pressions de dernière minute nous ont écartés. Avec l'Inde, on est quand même dans un pays qui a un vrai poids politique, une vraie politique étrangère, une place stratégique, avec lequel nous avons un accord de coopération stratégique qui a été tissé entre Nicolas Sarkozy et Manmohan Singh en 2010. Donc je suis très confiant. On doit ça beaucoup à des facteurs techniques et financiers, mais aussi à l'engagement personnel des 2 chefs d'État. On croise les doigts, mais quand le contrat sera signé, ça voudra dire quoi ? Ça voudra dire un gros transfert de technologie, un maximum de ces avions construits en Inde. Ça nous rapporte quoi concrètement ? Construits non, assemblés, comme pour les Mirage ou les Jaguars. Les pièces sont faites en France. Une partie des avions seront assemblés en Inde. C'est énormément d'emplois. C'est 6-7 000 emplois. C'est 400 ou 500 entreprises avec les sous-traitants qui travaillent dans ce domaine en France. C'est aussi
une carte de visite pour d'autres marchés. Ça va nous ouvrir d'autres marchés nécessairement. Je souhaite. L'exemple indien sera le On y travaille, croyez-le. Et puis, c'est aussi la perspective de pouvoir maintenant bâtir la prochaine génération d'avions de combat, puisqu'il y a tout un débat sur qu'est-ce qui se passe après le Rafale, le F-35, le dernier Sukhoi russe, quel type d'aviation il faut pour demain dans les guerres prévisibles pour les 30-40 prochaines années. Mais l'essentiel, c'est de garder la machine de recherche et développement, parce que un avion comme le Rafale a des retombées industrielles dans énormément de domaines de haute technologie, dans bien d'autres, bien entendu, civils pour l'essentiel. Mais beaucoup de ces technologies, on les retrouve ensuite dans les avions commerciaux, dans les avions, dans toutes sortes de technologies, informatiques notamment. Je voudrais en venir à la campagne présidentielle. On est à moins de 3 mois de l'élection. Nicolas Sarkozy est très mal dans les sondages. On a l'impression qu'il a un petit peu de vague à l'âme. Très mal, c'est factuel. Il est derrière le favori, François Hollande. Il est nettement derrière. Ça dépend comment vous regardez les choses. Si vous regardez le premier tour de la campagne, le premier tour de l'élection, le total gauche est à 40%. Mais le second tour... La dynamique est dans leur camp, visiblement, depuis la séquence réussie de François Hollande. Ils ont clairement su, de façon assez habile d'ailleurs, avec l'affaire des primaires, puis un meeting réussi au Bourget, donner une dynamique qui a surtout été médiatique. Maintenant on rentre dans le vif de la campagne, c'est-à-dire sur qu'est-ce qu'il faut faire pour la France. Et très honnêtement, je pense que le candidat socialiste est vulnérable à bien des égards. Sur quel dossier D'abord, je pense que voilà quelqu'un qui était extrêmement contesté à l'intérieur même du Parti socialiste. Ses amis politiques le traitaient d'à peu près tous les noms il y a quelques semaines, et aujourd'hui ça devient une espèce de héros qui va sauver la France. Il n'a pas changé, le candidat socialiste. Il a le parcours qu'il a eu, c'est-à-dire essentiellement celui d'un apparatchik. Il a réussi à faire le rassemblement de sa propre famille, c'est important. Le rassemblement parce qu'ils ont sans doute faim de pouvoir, mais le rassemblement, on va le juger quand... S'il est élu, n'importe quel gouvernement qui est aujourd'hui en charge d'un pays européen, dans une Europe en crise, avec des taux de croissance à 0% ou 0,2 ou 0,5, c'est extrêmement difficile. Donc il y a intérêt à savoir où on va. Moi, je constate que M. Hollande, j'ai rien contre lui, j'ai bien entendu du respect pour l'homme. Ça va de soi. Pour moi, la politique, c'est pas une guerre civile. Donc, moi, c'est un élu français comme moi, il est député. Qu'est-ce que je constate ? Je constate que M. Hollande, toute sa vie, c'est d'être un haut fonctionnaire. Il a été énarque et apparatchik du PS pendant des années. Sa connaissance de la vie réelle d'une entreprise, sa vie réelle du monde, sa vie réelle des mécanismes de l'État, elle est au mieux approximative. Donc je trouve que tout ça, de le bombarder maintenant en image de sauveur de la France, est peut-être un petit peu exagéré. Deuxièmement, je regarde son programme, quand je vois que... Et ça m'a beaucoup frappé. Et j'ai écrit un livre entier cet été, cet automne, parce que mon obsession, c'est évidemment la place de la France dans le monde et comment on résiste à ce changement du monde que vous connaissez bien, à RFI, à France 24. On est dans un basculement du monde, comme disait Toynbee. Il ne serait pas à la hauteur, si on vous comprend bien. Attendez, si vous, l'un de nous trois, se posait la question de dire, ok, je suis candidat à la présidence, qu'est-ce que je dis aux Français ? Est-ce que vraiment vous commencez à dire aux Français, mon adversaire, mon unique adversaire, c'est la finance internationale ? C'est ça le problème de la France ? Non mais honnêtement, c'est le problème de la France ? Le problème de la France, c'est donc l'autre. L'enfer, c'est les autres. C'est la plutocratie. C'est tout ce discours des années 20, des années 30. Ça sent mauvais pour vous, ce genre de Moi, discours ? je trouve que c'est des discours on retrouve dans les phrases de Montebourg, qui sont ensuite dans le discours de Hollande, des choses qui rappellent l'entre-deux-guerres et qui me dérangent. Et même des phrases que j'ai retrouvées chez Laval, avec cette espèce des relents fascisants. Non, pas fascisant, mais cette espèce il y aurait une espèce de complot international de la finance pour punir la France. C'est pas ça qui se passe. C'est pas tout à fait ce qu'il dit non plus, François Hollande. Mais il commence par ça. Oui. À mon avis, c'est une erreur de diagnostic, d'où tout le reste s'enchaîne. Qu'est-ce qui s'enchaîne chez lui ? On continue comme avant. On continue les dépenses publiques, on continue les dépenses de fonctionnaires, on fait les emplois jeunes. Or, qu'est-ce que c'est que le problème de la France ? Le problème de la France, c'est que notre industrie s'est étiolée parce que nous ne sommes plus compétitifs, à force de charger la barque
et de distribuer des revenus de redistribution financés à crédit, nous sommes en train d'appauvrir l'outil de production français. Donc le cœur du sujet, c'est pas de dire que c'est la faute des autres, des Chinois, et de dire qu'il faut fermer la France. C'est ce que dit M. Montebourg, M. Mélenchon, Mme Le Pen dit ça. Mais pas M. Hollande. Mais M. Hollande, il s'inspire beaucoup de cette rhétorique. C'est lui le candidat rhétorique. maintenant, donc on va pas... D'accord. Mais je vous signale qu'il s'est beaucoup inspiré de cette rhétorique, et M. Montebourg dit qu'il est très satisfait, puisque cette rhétorique est dans le programme de M. Hollande. Mais est-ce que... Quand Hollande dit le traité du 9 décembre qui va être signé là, et qui est très important, puisqu'il organise le gouvernement économique européen face à la Banque centrale que nous, Français, nous voulons depuis 92. Ce traité va être en place. Il dit, voilà, s'il n'y a pas un volet croissance, autrement dit, s'il n'y a pas des choses que je souhaite, je ne le signerai pas. Il ne sera pas ratifié. Mais est-ce que la solution, c'est ce que Nicolas Sarkozy propose, la TVA sociale, une taxe sur les transactions financières? J'ai relu une de vos citations il y a quelques mois. Vous y étiez fermement opposé à ce que la France aille seule mettre en place ce genre de taxes. Pourquoi est-ce que c'est la bonne solution alors que ça ne l'était pas avant? Alors, attendez, on va séparer... Aussi bien pour la TVA sociale que pour la taxe, d'ailleurs. Moi, j'ai toujours été favorable à la TVA dite sociale, en fait, anti-délocalisation. C'est une TVA... Le vrai mot, ça devrait être TVA compétitivité. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Ou anti-délocalisation. Ou anti-délocalisation. Ça reste une taxe. Oui, le programme de M. Hollande, je vous signale, c'est 50 milliards de taxes supplémentaires pour le pays. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Si c'est des taxes qui sont destinées à nous rendre plus compétitifs par rapport à la compétition, ça peut être utile. Les pertes de parts de marché que nous les subissons d'abord en Europe. Il faut le savoir. Le recul de la production française, nous sommes en ce moment dépassés par nos partenaires allemands, y compris dans l'agriculture. Donc il faut qu'on regarde d'urgence ces écarts de compétitivité entre les deux pays. D'un côté du Rhin, un commerce extérieur en excédent de 150 milliards, de l'autre un déficit de 70, un quasi plein emploi à 7%, de l'autre côté nous sommes à 9%, plus des déficits budgétaires. Il fallait prendre une telle décision à 3 mois de la présidentielle, si c'était la solution. La question c'est pourquoi. Oui. Pourquoi est-ce que l'Allemagne est plus vertueuse? Parce qu'elle a fait des réformes de structure depuis 12 ans. Qu'est-ce que nous avons fait depuis 3, 4, 5 ans? Nous avons fait beaucoup de réformes de structure qui n'étaient pas faciles. La recherche, l'université, la réforme des retraites, la suppression de la taxe pro, tout ça en plein milieu de la crise, plus la création d'un fonds stratégique d'investissement, qui est la première fois depuis De Gaulle et Pompidou qu'on commence à refaire une politique industrielle, Oseo, UbiFrance, et tout ce travail est un travail de recréation d'un tissu industriel. On vous entend, Pierre Lelouch, c'est la bonne solution. Oui, je crois que c'est la bonne solution. Mais pourquoi la prendre à 3 mois de la présidentielle? Pourquoi ne l'a-t-on pris avant cette décision-là? Surtout que la TVA sociale doit entrer en application après l'élection en octobre. Oui, c'est normal. De toute façon, il y aura une échéance politique. Et c'est pas plus mal. Il y a à la fois des problèmes politiques et techniques. Et comme ça, le débat devant les Français, il est clair. S'il y a besoin d'impôts, qui les paye et pourquoi faire? Si c'est pour augmenter et continuer les dépenses de fonctionnement de l'État, moi je dis que c'est catastrophique et que c'est cohérent avec l'erreur de diagnostic de M. Hollande. Si c'est pour refabriquer une base industrielle dans notre pays, c'est utile. C'est là-dessus que va peser le débat. Et c'est une bonne chose. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, c'est ce que vous dites. Moi, j'aurais préféré, si vous me demandez mon avis personnel, j'aurais préféré qu'on le fasse très tôt. Je pense que ce qui explique qu'on ne l'ait pas fait, c'est tout simplement le fait que la crise, elle est venue après l'élection du président de la République. Et donc, à partir de 2008-2009, on aurait sans doute pu engager ce type de choses. Mais il y a beaucoup d'autres réformes qui ont été engagées. La réforme de retraite, rappelez-vous, a mobilisé des millions de gens dans la rue. Ça a pris plusieurs mois. La France est un pays lent à réformer parce que les gens ne se parlent pas. C'est pas comme en Allemagne où les syndicats, les patrons en permanence... Vous êtes pour le modèle allemand aussi, hein, c'est devenu... Pardon ? Vous êtes pour le modèle allemand, c'est devenu... Moi, je regarde ce qui marche et quand je vois que je me compare avec... Le Saint Graal de la droite française. C'est vendeur politiquement. Honnêtement, c'est pas le Graal. Moi, je me compare avec ce qui est comparable. Je préfère me comparer à l'Allemagne qu'à la Grèce. En termes de... Non, mais c'est vrai, je pourrais aussi dire... Écoutez, je pourrais aussi faire comme M. Mélenchon, M. Montebourg, en disant laissons filer la dépense publique et faisons du protectionnisme. Je dis au contraire, essayons de remettre nos finances en ordre et de donner à la France sa place dans le monde du XXIe siècle. Ce monde-là, c'est plus celui du général de Gaulle, c'est plus le système bipolaire. Il y a des grands émergents, on parlait de l'Inde, mais il y a la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil. Il faut que nous arrivions à retrouver
des marges de compétitivité et faire en sorte que notre pays existe parmi ces grandes nations tout en préservant notre modèle social. Comment on y arrive, c'est le but de cette campagne électorale. Et c'est bien que les Français se posent la question de savoir quelle est la meilleure fiscalité, quels sont les objectifs. On sait cette mesure très impopulaire et pas seulement, voilà, 63% des Français, me semble-t-il, la rejettent, cette TVA sociale, cette nouvelle taxe. Une partie de la majorité n'est pas pour, et même carrément contre. On a entendu le député Lucas parler de mesures suicidaires. Est-ce que le président ne prend pas là un énorme risque alors qu'il est déjà en plein décrochage? Moi, j'ai regardé hier, il y avait un sondage très, très intéressant, je crois, dans le Figaro, où il y avait point par point les approbations ou pas des deux candidats. Sur la quasi-totalité de la politique qui est proposée par ce gouvernement, il y a un soutien. Il y a, en effet, on doit être à 40-42% sur l'histoire de la TVA dite sociale, mais c'est normal, c'est pas agréable de dire aux gens on va vous augmenter la TVA. Attendons, je pense que le débat va se décanter, qu'on va comprendre qu'il n'y aura pas d'augmentation de prix sur les produits de première nécessité, notamment les produits alimentaires. Non, la TVA qui va augmenter, c'est celle qui frappe les produits à l'importation de grande consommation de l'électronique. Beaucoup, parce que beaucoup de ce... Vous savez quel est notre déficit commercial avec la Chine? C'est 26 milliards d'euros quand même. Donc là, on a un vrai sujet de surconsommation de produits nouveaux qui sont fabriqués à très bas coût en Chine, sans grandes normes environnementales et autres. On a beaucoup de mal à endiguer cette compétition. Donc je crois que c'est la solution. Il faut que nous arrivions à être à peu près au même niveau de fiscalité que les Allemands pour que nos entreprises s'en sortent. Mais quand vous voyez que la France a des prélèvements obligatoires qui sont 10 points supérieurs à l'Allemagne, 10 points, quand vous voyez que nous travaillons 200 heures de moins que les Allemands, quand vous voyez que nos industries sont moins coordonnées qu'en Allemagne, il faut que l'apprentissage y est moins développé. Il y a beaucoup de choses à faire pour remonter le niveau de notre industrie. Je vais rapidement poser une question sur la situation en Syrie. Elle semble empirer de jour en jour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que Alain Juppé a dit des choses. Il s'est rendu à l'ONU de façon très, très directe. Je crois qu'il ne faut pas que le Conseil de sécurité se rende complice de massacres de cet ordre-là. Quand vous voyez que des familles entières sont exterminées par des soldats de l'armée qui sont censés protéger les habitants, on est en plein dans le manquement de l'obligation de protection qui pèse sur les États. Cette résolution actuellement étudiée aux Nations Unies qui prévoit un transfèrement du pouvoir au vice-président syrien, c'est la bonne résolution, notamment pour faire sauter le veto russe? Je ne sais pas, il y a beaucoup de conversations en ce moment qui se déroulent dans les coulisses. Il faut qu'on arrive à trouver le moyen. Personne ne va faire d'intervention militaire en Syrie, que je sache. Par contre, vous le regrettez ou pas? Vous savez, moi je ne suis pas un fanatique de l'emploi de la force. Et à partir du moment où on entre quelque part avec des forces militaires, il faut savoir comment on en sort. Ce que je crois, c'est que il y a quand même un devoir de la communauté internationale de protéger les populations civiles. Il y a une résolution de l'ONU là-dessus, il y a une cour pénale internationale. On ne peut pas laisser des régimes faire ça à leur propre peuple. Vous avez cette crainte d'une guerre civile? C'est passé en Libye, c'est ce qui nous avait amené à intervenir en Libye dans le cadre d'une résolution de l'ONU. Il n'y a pas une telle résolution en ce moment sur la Syrie. Et c'est un vrai souci que de regarder ce qui s'y passe. Oui. C'est difficilement acceptable. Très bien. Merci beaucoup Pierre Lelouch d'être venu dans ce rendez-vous France 24 RFI. Merci Véronique et merci à vous. À la semaine prochaine.